Nous poursuivons donc notre travaux avec l'audition de 3 universitaires. Madame Céline Viessant, qui est professeure à l'université d'Aix-Marseille. Monsieur Mathieu Conan, professeur à l'école de droit de la Sorbonne. Monsieur Mathieu Houzer, qui est maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Donc, pour replacer les choses dans leur contexte, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement des services de proximité et de la transition écologique. Alors, ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Un par un, hein, voilà. Oui, je le jure, ça. Voilà. Je le jure. Alors, par visio également. Je le jure. Bonjour à tous. Merci. Donc, nous dire aussi, vous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, avant de vous donner la parole pour cette introduction, en mettant d'ailleurs le focus sur la dimension constitutionnelle de l'autonomie fiscale, je vais vous donner la parole pour une quinzaine de minutes et puis ensuite il y aura des questions de la part des commissaires. Moi je ne pourrais pas rester jusqu'au bout parce qu'en même temps il y a la commission des affaires sociales, mais avant de vous laisser la parole, je donne la parole à notre collègue Thomas Dossus qui est le rapporteur de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre demande d'audition. Oui, c'est une commission d'enquête qui est dans le cœur de métier du Sénat sur les collectivités locales et plus précisément sur les questions de fiscalité, d'autonomie financière qui ont plus ou moins été attaquées ces dernières années par différentes réformes. Les collectivités se sont vues privées d'un certain nombre de ressources propres compensées, mais tout de même, le pouvoir de taux désormais est extrêmement limité pour la plupart des collectivités. Et donc, on aurait aimé un peu avoir votre regard sur ce qu'a dit Monsieur le Président, sur la portée constitutionnelle ou non de l'autonomie financière des collectivités. Et puis, est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de recentralisation à travers ces différentes réformes fiscales? On aimerait bien avoir votre regard de juriste sur cette question. Merci. Alors, je ne sais pas qui commence. Peut-être. Allez-y, monsieur Houzer. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques propos. Vous avez demandé de préparer durant 10 minutes. J'ai listé quelques points. Donc, ça sera un petit peu décousu, qui font état d'un certain nombre de travaux et de ma vision de la décentralisation et des finances locales. Le premier constat que l'on peut dresser, c'est ce que j'appellerais le malentendu de la décentralisation et des finances locales. Ce malentendu, finalement, c'est l'adjonction de 2 éléments. D'une part, de la réalité juridique, de la réalité constitutionnelle, à savoir, dans la Constitution, le principe d'unité, le principe unitaire de la République. En d'autres termes, d'après ce principe unitaire de la République, les collectivités ne sont qu'un mode d'administration de l'État, et finalement, elles n'ont aucune existence politique. On va approfondir cela par la suite. Le deuxième élément, c'est la réalité pratique, la réalité quotidienne, c'est que les collectivités participent pratiquement à toutes les politiques publiques locales. Et notamment, elles participent de façon importante en termes d'investissement. Vous le savez, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais les 3/4 à peu près de l'investissement public, c'est de l'investissement réalisé par les collectivités. Ce malentendu, j'ai tendance à parler aux étudiants de schizophrénie, n'est pas réglé par la Constitution, et loin de là. Loin de là, si on prend les 2 aspects, en termes de décentralisation, l'article 1er parle bien de l'organisation décentralisée de la République, ce qui n'a aucun sens. Et
En termes de finances locales également, le principe d'autonomie financière, on va le dire tout de suite, n'a aucune portée, ne sert à rien du tout. Il n'existerait pas dans la Constitution, ça serait pareil à mon point de vue, on peut développer par la suite si vous le souhaitez. Ça, c'est le premier constat, à mon avis, qui permet de poser le cadre, le débat. Le deuxième élément, c'est la situation des finances locales. On vit une situation qui est assez étrange depuis 15 ans, avec une succession de réformes à un rythme effréné. Et ces réformes, finalement, elles vont impacter constamment les collectivités et les finances locales, mais ces réformes n'ont pas été créées pour les collectivités. Ces réformes, elles répondent à d'autres objectifs. Si on reprend dans l'ordre, en 2010, on va supprimer la taxe professionnelle, la remplacer par la CET. Cette réforme, elle a un seul objectif, c'est de diminuer la charge fiscale des entreprises. Je vous rappelle que cette réforme, elle a été créée à la suite de la suppression de 2000 de la part salaire de ATP, et finalement on a voulu aider les entreprises. On a profité en même temps de cette réforme pour réduire le pouvoir de taux des collectivités, mais la question première était d'aider les entreprises. 2017, on va engager la réforme de la taxe d'habitation. Cette réforme, elle répond à deux choses. D'une part, à un problème d'inégalité au sein de cet impôt, même si ce n'était pas le cœur du problème, et également c'était un choix électoral. Et donc, ce n'était pas une vision des finances locales. Troisième élément, troisième réforme un petit peu plus tard, en 2021, on va supprimer la part régionale de la CVAE dans la volonté de créer un plan de relance durant le Covid. Là encore, la volonté n'est pas de réformer les finances locales. Et donc, on vit dans une situation extrêmement étrange où le législateur est obligé constamment de courir après ces réformes. De courir pour différentes raisons, par exemple en termes de péréquation. On va constamment créer des dispositifs pour répondre aux désordres créés par ces réformes. Ensuite, on va s'interroger sur le pouvoir de taux. Oui, mais le pouvoir de taux, on l'a supprimé. C'est comme ça. C'est une réalité. Maintenant, à mon sens, on ne peut plus revenir dessus. Et donc, la situation des finances locales est extrêmement étrange, car depuis 15 ans, on a des réformes successives, mais à aucun moment, ces réformes ont été conçues pour les finances locales et pour les collectivités elles-mêmes. Le troisième constat, c'est la situation dans laquelle on est. C'est une réduction drastique des finances publiques, vous le savez, avec l'encadrement des dépenses des collectivités, encadrement qui ne va cesser, à mon sens, de s'approfondir. Ce n'est pas parce que la contractualisation n'a pas été renouvelée en 2022 qu'elle a disparu. Elle va revenir dans les mois qui viennent, j'en suis convaincu. Et on voit d'ailleurs bien, si on reprend la loi de programmation 2023-2027, la baisse en volume des dépenses des collectivités est extrêmement forte, on est à moins 0,5%. Quatrième constat, on en vient un petit peu au cœur du sujet, c'est la situation paradoxale de la transition écologique, avec un besoin d'investissement des collectivités extrêmement fort. Si on prend l'Institut I4C, il estime que le besoin d'investissement des collectivités est à peu près de l'ordre de 10 milliards par an supplémentaires à ce qui existe aujourd'hui. Donc on voit que le besoin il est extrêmement fort. Et donc face à ces trois constats et à ce besoin d'investissement, on a deux visions de la décentralisation. La première vision, qui est celle qui s'affirme loi après loi, qui est ce que j'appellerais, alors ce n'est peut-être pas le bon terme d'un point de vue juridique, mais une vision étatique de la décentralisation, c'est que finalement, l'État, par le biais du législateur, consciemment ou inconsciemment, va constamment contraindre les collectivités. Un exemple très simple, c'est les subventions. Les subventions en 82-83 avaient quasiment disparu. Depuis 2010, constamment, on réinstaure des subventions. Aujourd'hui, on est à peu près à 4,5 milliards de subventions. Et ce que permettent ces subventions, c'est un contrôle très fort par le préfet des dépenses des collectivités, des dépenses d'investissement. Et donc, on voit bien qu'on est dans une vision étatique de la décentralisation. Inversement, on pourrait imaginer une autre vision qui serait davantage décentralisatrice, avec un premier élément très simple, c'est de transformer ces subventions en dotation d'investissement. Effectivement, ça serait un Big Bang. Je pense que le ministère des Finances ne serait pas très content. C'est une réforme à droit constant. Il n'y a pas besoin de modifier la Constitution, il n'y a pas besoin de modifier la loi organique. Mais par contre, c'est une vision très forte de la décentralisation. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, je pense qu'on y reviendra, c'est sur l'enjeu aujourd'hui de la décentralisation. Pour moi, l'enjeu, il n'est pas tant en termes de pouvoir fiscal qu'en termes de marge de manœuvre pour les collectivités.
Je pense qu'il faut davantage réfléchir à cela. Comment recréer des marges de manœuvre pour décider, pour choisir des projets, pour investir. Et la seule solution dans le contexte actuel, c'est l'emprunt. Aujourd'hui, il faut tout faire pour favoriser l'emprunt des collectivités. Elles ont cette possibilité d'aller plus loin dans l'emprunt pour investir. Je ne pense pas que réfléchir, tourner en rond, le principe d'autonomie fiscale, de réfléchir à de nouveaux impôts soit la bonne solution, mais c'est une vision somme toute personnelle. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire en propos liminaire. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc, je vous tenais à vous remercier de votre invitation à intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette commission. Donc, en préambule, je tiens à préciser qu'au-delà de mes fonctions universitaires, je suis élue d'une petite commune de moins de 3000 habitants située en zone de montagne. Donc, je suis sensibilisée à certains problèmes de financement dans la pratique. Donc je ne suis pas non plus une grande spécialiste des finances locales, en tout cas bien moins que mes deux collègues ici présents, mais je travaille depuis de nombreuses années sur la fiscalité de l'environnement. Et j'ai été sollicitée de ce fait ces derniers temps à plusieurs reprises pour appréhender le lien entre la fiscalité de l'environnement et les collectivités territoriales. Et donc, je vais axer après, évidemment, je pourrais donner ma position sur les autres questions, mais je vais donc axer mon intervention liminaire sur ces questions, donc en essayant de répondre aux questions du questionnaire qu'on nous a transmis, qui sont en lien avec cette question de l'environnement et des financements locaux et de la fiscalité locale. Sur l'impact des réformes successives de la fiscalité locale sur la capacité des collectivités territoriales à conduire des politiques publiques en matière d'environnement, mon positionnement sera assez bref. Il est évident que les réformes successives de la fiscalité locale ont eu un impact négatif sur cette capacité des collectivités territoriales, donc à mener des politiques environnementales. Mais pour limiter ce constat négatif, il faut dire que ce n'est pas la politique environnementale n'est pas le seul exemple. En tout cas, la baisse de la fiscalité n'a pas eu plus d'impact sur la politique environnementale des collectivités territoriales qu'elle n'en a eu sur d'autres politiques. Donc c'est un constat plutôt général d'une baisse de capacité des collectivités à mener des politiques, et notamment celles qui leur sont imposées par la répartition des compétences et également les transferts de compétences. Donc on pourra en discuter ultérieurement, mais la réduction de la part de la fiscalité dans les ressources propres des collectivités a évidemment réduit leurs moyens de financer l'ensemble de ces politiques. Donc la politique environnementale que peuvent mener les collectivités territoriales, donc à différents niveaux et en fonction de leurs compétences, des compétences qui leur sont attribuées en la matière, est donc impactée au même titre que les autres politiques. Ensuite, sur la recentralisation financière et la transition énergétique, le constat d'une recentralisation, et là aussi on pourra ensuite, je pourrais ensuite donner plus précisément ma position, il y a effectivement une recentralisation financière qui est liée à la suppression de certains impôts locaux qui sont remplacés par des dotations budgétaires de l'État. Donc les impôts locaux sont des ressources propres.
dites propres, si tant est qu'on puisse définir exactement ce qu'est une ressource propre. En revanche, les dotations sont des transferts de l'État, des transferts de moyens financiers de l'État et n'ont pas le caractère de ressources propres. Or, on sait alors que ce soit au niveau local ou au niveau européen, il y a un lien entre les ressources propres et l'autonomie des collectivités publiques. Alors, donc dans cette question de la recentralisation financière et de la transition énergétique, il y avait une question précisément sur les effets potentiels des exigences de la transition écologique sur les budgets des collectivités territoriales. Alors, cette question, à mon sens, est une question qui est plus d'ordre politique que juridique et qui appelle à une réponse positive, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, il peut y avoir en fait des conséquences budgétaires si l'on impose en fait aux collectivités territoriales de remplir un certain nombre d'exigences en matière de transition écologique. Et l'on ne peut pas exclure qu'il y ait ce type d'exigence qui se renforce dans l'avenir et qui entraîne des contraintes importantes pour les collectivités territoriales, notamment en termes financiers. Et donc, il était, dans la question, en l'occurrence, c'était posé finalement sous-tendu la question de l'impact que pouvaient avoir les budgets verts sur ces éventuelles contraintes qui pourraient être imposées aux collectivités territoriales. Et effectivement, le fait d'évaluer l'impact budgétaire des décisions budgétaires des collectivités territoriales, et également cela peut se constater aussi au niveau de l'État, mais dans une moindre mesure, je pense, peut avoir des impacts assez importants sur les budgets des collectivités territoriales auxquelles on va imposer de nouvelles contraintes qui vont les obliger en fait peut-être à changer leurs priorités en termes de financement. Et il est à noter que les catastrophes naturelles que subissent les collectivités territoriales, et notamment pour prendre l'exemple de ma collectivité, de petite collectivité, eh bien, une catastrophe naturelle impacte forcément les autres politiques budgétaires. Et pour vous donner un exemple, nous avons eu des crues très importantes en 2024 à plusieurs reprises qui ont entraîné des dégâts très importants. Et nous avons parallèlement un projet d'école et alors, on est un peu sorti de l'incertitude grâce aux subventions étatiques, mais on a eu pendant un temps des incertitudes sur la possibilité de mener notre projet de réfection de l'école qui est plus que centenaire, et à cause des travaux que nous étions obligés d'engager pour réparer les dommages causés par les crues. Donc ça va au-delà en fait des contraintes. Enfin, la nature impose également des contraintes, et à cela rajouter des contraintes en termes de transition écologique peut être assez impactante donc pour les budgets des collectivités territoriales et au-delà, leur autonomie également. Quant à la position du Conseil constitutionnel en la matière, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait faire prévaloir l'objectif de transition écologique sur le principe de libre administration ? Pour l'instant, la réponse ne peut être que prospective. Donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir l'année dernière lors d'un colloque au Conseil constitutionnel sur cette question, et j'ai donc pu étudier de manière un peu approfondie la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point très précis. Qui consiste en fait à mettre en balance les objectifs de la transition écologique et le principe de libre administration. Et pour l'instant, le Conseil constitutionnel ne semble pas
ne semble pas en fait vouloir faire évoluer sa jurisprudence dans ce sens. Donc il n'a pas eu pour l'instant l'occasion de faire prévaloir la transition écologique sur le principe de libre administration, et il est plutôt réservé en fait de manière générale sur l'utilisation notamment des normes constitutionnelles environnementales et notamment de la charte environnementale. Il est très réservé à l'appliquer notamment en matière fiscale et en matière budgétaire. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que ces questions environnementales souvent nécessitent des évaluations, et le Conseil constitutionnel en fait n'est pas en mesure d'opérer ces évaluations. Et on peut comparer un petit peu sa position, pour l'instant en tout cas, sa position à celle qu'il a en matière de sincérité budgétaire, c'est-à-dire que, il a une position réservée parce qu'il n'est pas en capacité d'évaluer, donc il n'est pas en capacité d'évaluer si la loi de finances est sincère, il n'est pas non plus en capacité d'évaluer les éléments qui sont liés donc à la transition écologique et à l'environnement, en tout cas leurs effets sur les normes, sur les dispositions financières. Donc il y a plusieurs exemples dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans lesquels il invoque les objectifs environnementaux, alors pas véritablement la transition écologique, mais les enjeux environnementaux sont évidemment intimement liés à cette transition, et il a régulièrement rappelé qu'il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation de la même nature que celui du Parlement, donc notamment sur ces questions. Également, une des questions sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler et qui peuvent avoir un intérêt dans le cadre de cette commission d'enquête est liée donc à la question: est-ce que la fiscalité verte peut être le levier de renouvellement ou de réaffirmation des marges de manœuvre financières des collectivités territoriales? Alors sur cette question, il me semble qu'il y a différents obstacles qui ne permettent pas pour l'instant de faire de la fiscalité verte le levier de renouvellement, donc notamment de la fiscalité locale, c'est-à-dire que la fiscalité environnementale ou la fiscalité verte n'est pas l'avenir de la fiscalité locale. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a des obstacles institutionnels dont on pourra également reparler, notamment l'absence de compétences des collectivités territoriales en matière fiscale et la toute-puissance finalement du Parlement en la matière. Donc c'est le Parlement qui détermine l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions et notamment des impôts locaux. Donc les collectivités ne disposent que d'un pouvoir très à la marge de choisir le taux dans la fourchette fixée par le législateur. Et donc ce que l'on constate également lorsque l'on fait le lien entre fiscalité locale et fiscalité environnementale, c'est que depuis quelques années, le législateur a intégré de nombreuses mesures fiscales qui avaient des fins environnementales et qui étaient perçues par les collectivités, donc a eu tendance à les intégrer dans d'autres taxes, alors soit d'autres taxes locales, soit également dans des taxes étatiques. Et donc cela réduit la visibilité environnementale des taxes locales de manière assez importante. Donc, par exemple, en 2010, l'intégration de la taxe départementale des espaces naturels sensibles dans la taxe d'aménagement. Et également, il y a eu une dilution de la fiscalité locale liée à l'environnement dans la fiscalité étatique. Et on peut prendre l'exemple de la fiscalité
de l'électricité avec la suppression des taxes locales sur la consommation finale d'électricité qui ont été intégrées dans l'accise sur les énergies. Et cette politique donc, a tendance à réduire la place des taxes environnementales dans le système local. Alors les obstacles institutionnels sont peut-être accessoires, mais par contre il y a des obstacles techniques qui sont évidents. Et le premier obstacle technique, c'est l'absence d'objectifs convergents de la fiscalité locale et de la fiscalité d'environnement. La fiscalité environnementale, si l'on parle de véritables taxes environnementales donc, qui doivent avoir un effet positif sur l'environnement, ces taxes environnementales, elles n'ont pas un objectif budgétaire, c'est-à-dire que Aurélien Baudu l'a très bien dit, une taxe environnementale doit être biodégradable, c'est-à-dire qu'elle doit disparaître si elle a véritablement l'effet qui est escompté. Or, la fiscalité locale, les collectivités territoriales, les collectivités locales ont besoin de taxes qui puissent avoir un rendement budgétaire stable et constant, ce qui n'est pas forcément le cas des taxes environnementales. Donc, il est impossible, à mon sens, de construire la fiscalité locale sur des taxes environnementales parce qu'une vraie taxe environnementale, son rendement s'étiole avec le temps si elle est réellement efficace. Et le deuxième obstacle technique, c'est la question de l'affectation. Si l'on crée une taxe pour abonder le budget d'une collectivité territoriale, on l'affecte au budget général de la collectivité territoriale. Or, là encore, une taxe environnementale, pour fonctionner correctement, doit être en partie ou en totalité affectée à une cause environnementale. Et là, c'est un second obstacle, puisque si l'on veut un rendement budgétaire, on ne peut pas miser uniquement sur les taxes environnementales. Alors, elles doivent être présentes dans ce que l'on appelle le panier fiscal des collectivités territoriales, mais elles ne peuvent pas constituer la base, le socle de la fiscalité locale. Donc, voilà pour ces quelques observations sur des points très précis, mais je pourrais répondre aussi sur les autres. Parfait, merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur, on vous donne la parole, on vous écoute. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Bon, je tenais d'abord à m'excuser pour ma présence en visioconférence alors que mes collègues sont provinciaux. Moi, je suis parisien. J'aurais dû être le premier présent parmi vous, mais j'avais parallèlement un comité de recrutement d'un maître de conférence dans une autre université. Je ne savais pas, on sait quand ça commence, ce type d'opération, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Donc, je ne voulais pas prendre de risque. Donc, voilà, je suis néanmoins bien présent parmi vous. Et je m'excuse en tous les cas de devoir le faire à distance. Non, mais merci, merci Monsieur Conan, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Je vous en prie. Je ne voudrais pas redire tout ce que mes camarades viennent de vous indiquer, parce que d'abord je partage complètement leur diagnostic et donc je voudrais précisément peut-être aller sur d'autres thématiques, qui en tous les cas sur peut-être une vision un peu peut-être plus personnelle, et vous m'en excuserez, mais plus personnelle que j'ai de cette évolution que nous avons depuis 15 ans, puisque maintenant, globalement, si vous voulez, je pense que le point de départ de cette évolution, et Mathieu Husser l'a dit, c'est avec précisément la transformation de la taxe professionnelle en d'autres taxes en matière locale pour les entreprises. Et depuis 15 ans, nous avons, je dirais, un schéma qui, personnellement, je trouve, en tous les cas, nous impose de ne plus traiter d'une manière monolithique, en fait, cette problématique des finances locales. Au terme de ces 15 années, nous sommes arrivés à véritablement deux logiques qui n'ont peut-être plus grand-chose à voir les unes par rapport à l'autre. Je m'explique. Jusqu'en 2010,
Et je pense que tous les enseignants en finances locales et en finances publiques, d'une manière générale, présentaient en fait la fiscalité locale par rapport aux logiques dites des quatre vieilles contributions directes qui ont fondé, dans un premier temps, précisément à partir de la Révolution, tout simplement la fiscalité de l'État, mais dans des termes pas, je dirais, peu satisfaisants, puisque quelque part cette fiscalité directe a très vite été dépassée par un retour à la fiscalité indirecte, enfin bref, peu importe. Mais dans un second temps, à partir de la création d'impôts sur le revenu, a vu précisément donc la fiscalité qui était jusqu'à présent la fiscalité directe d'État être déclassée en fiscalité locale. Et donc c'est sur cette base-là, sur le fameux système des quatre vieilles, que nous avons fondé un petit peu toute notre réflexion, et que quelque part le système a tant bien que mal fonctionné, y compris au moment du lancement de la décentralisation. Ça, c'est tout à fait un schéma que l'on pouvait enseigner encore il y a quelques années, mais aujourd'hui qui a totalement disparu et qui est totalement, je dirais, qui a explosé complètement. Et il a explosé dans deux directions, ce qui me permet, moi, personnellement, si vous voulez, d'avoir une vision assez différenciée, en fait, de cette problématique. Il se perpétue, d'une certaine manière, pour ce qui est d'un bloc que l'on a bien identifié en matière locale et en matière de finances publiques, et on dirait qui est le fameux bloc communal, puisque quelque part, ce qui reste de cette fiscalité dite des quatre vieilles a été transféré précisément, ou je dirais existe encore, au profit, on va dire, des communes et des intercommunalités. Bon, ça c'était bien identifié, avec la disparition, on va dire, de la taxe d'habitation pour les résidences principales, et surtout, quelque part, le fait de devoir réaffecter entre les différents niveaux de collectivité et en y intégrant les intercommunalités, eh bien, on a participé à une spécialisation des différents impôts et résultat des courses. Et effectivement, ce qui reste de cette logique de pouvoir fiscal traditionnel se perpétue et doit être, continuer à être enseigné pour ce bloc-là. En revanche, ce que l'on n'identifie pas forcément aujourd'hui et qui me semble être, je dirais, tout à fait distinct et à distinguer, y compris en termes d'évolution constitutionnelle, c'est l'autre bloc. L'autre bloc qui ne bénéficie quasiment plus, à quelque chose près, quasiment plus en définitive, si vous voulez, de cette fiscalité traditionnelle de ces quatre vieilles, qui donc soit ont disparu, soit sont réservées au premier bloc, et qui concernent donc les départements, alors départements, régions, et j'y ajoute les métropoles. Et globalement, si vous voulez, cet ensemble bénéficie principalement d'une autre forme de fiscalité qui est la fiscalité partagée par l'État. Et c'est un phénomène où, en termes très clairs, l'État a pris un certain nombre de ses ressources. Alors initialement, c'était des ressources qui n'étaient pas forcément très connues, la TSCA, enfin bon, certes, les taxes, la TIPP à l'époque, comme on l'appelait, ça s'est passé au moment de l'acte 2 de la décentralisation, donc dans les années 2004-2005, et très clairement, avec l'avènement et le passage de la TVA, d'une utilisation massive qui est devenue quand même le premier impôt local au profit des collectivités territoriales, eh bien on a eu ici, si vous voulez, une logique qui, me semble-t-il, ne permet plus d'avoir la même approche, y compris d'un point de vue constitutionnel, et c'est là où je reviens un petit peu aux premières questions qui nous ont été posées. Les logiques posées par l'article 72-2, l'autonomie fiscale, l'autonomie financière, compte tenu de cette évolution, est totalement à reconsidérer. Autre point
sur lequel j'aimerais bien aussi insister, parce que c'est une donnée importante, y compris d'un point de vue constitutionnel, et là, non pas par rapport à la logique de libre administration, par rapport aux logiques que je viens d'évoquer en termes d'autonomie financière ou autonomie fiscale. Attention, hein, autonomie financière et autonomie fiscale, le Conseil constitutionnel s'accorde, parce qu'il ne peut pas faire autrement, à constater une autonomie financière, mais qui, dans les faits, M. Husserl l'a parfaitement dit, ne sert strictement à rien et complètement factice. Et depuis 2010, il se refuse à considérer une totale autonomie, la reconnaissance d'un mécanisme d'autonomie fiscale à proprement parler. Bon, donc ça, les choses de ce point de vue-là sont vraisemblablement à totalement revoir. Il y a une considération donc supplémentaire d'un point de vue constitutionnel pour laquelle il conviendrait de ne pas omettre l'importance. C'est l'article 47-2 sur les obligations d'un point de vue comptable, parce qu'il me semble que quelque part, les logiques comptables sont des données qui sont tout à fait importantes en termes de réforme locale et de réforme des finances publiques locales. Vous savez que nous avons un nouveau système de comptabilité qui est applicable à toutes les collectivités sous couvert de la M57, hein, qui est une réforme donc importante qui est mise en œuvre depuis allez, on va dire officiellement le 1er janvier 2025, et que derrière on a tout un système aussi de potentiellement certification des comptes locaux. Et je pense que là, il y a des dimensions en termes de comptabilité publique qui sont susceptibles de rejoindre précisément les logiques de budget vert que l'on évoque de l'autre côté, et des logiques qui sont susceptibles d'être déclinées, à mon sens, différemment, selon qu'on a affaire à des grosses collectivités, c'est-à-dire le second bloc que j'évoquais tout à l'heure, département, région, métropole, et les collectivités communes, et puis, je dirais, les intercommunalités, où peut-être il faudrait revoir et appréhender les problématiques, y compris notamment de certification des comptes et d'évolution des finances publiques en termes de gestion par l'outil précisément constitué par la comptabilité publique, qu'il conviendrait en tout état de cause d'insérer dans notre réflexion, dans votre réflexion par rapport aux évolutions en la matière. Voilà, c'est vraiment les deux gros points sur lesquels je voulais insister, à savoir donc cette vision monolithique qui n'est plus possible par rapport donc à cette évolution de la fiscalité, et cette dimension comptable qui est susceptible de devoir et de pouvoir exposer, hein, dans la mesure où précisément ce sont des questions qui sont en jachère, la certification des comptes, c'est une obligation posée par la Constitution, et quelque part, ces logiques comptables me semblent être des biais tout à fait importants pour faire évoluer les situations, peut-être pas sur le même niveau, hein, pour toutes les collectivités en tant que telles. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci pour vos interventions, c'était très riche et assez varié. J'ai une première question pour monsieur Hauser. Vous avez parlé de deux visions de la décentralisation, une étatique, et j'ai pas bien compris la deuxième. Donc la première, c'est plutôt basée sur les subventions, si j'ai bien compris. Et la deuxième, vous êtes allé un peu vite, et du coup, j'aimerais bien que vous approfondissiez un peu cette notion. Non, c'est moi qui suis allé un peu vite, excusez-moi. La deuxième vision de la décentralisation, comme je l'ai intitulé, c'est aujourd'hui que pourrait être davantage de décentralisation dans le cadre juridique actuel. C'est-à-dire, dans le questionnaire que vous avez passé, il y a un certain nombre de questions qui concernent qu'est-ce qu'on pourrait faire en modifiant la Constitution, les lois organiques. Pour ma part, je suis davantage sur un principe de réalité, c'est de dire aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile d'aller plus loin en modifiant la Constitution et la loi organique. Alors, ça ne s'interdit pas effectivement de réfléchir et d'y aller, mais aujourd'hui, une vision plus poussée de la décentralisation, à mon sens, passe par davantage de pouvoirs qui peuvent être donnés aux collectivités en matière financière. Un exemple très simple, si on prend l'intercommunalité,
Aujourd'hui, on a des dispositifs assez techniques comme le FPIC par exemple. On peut aller plus loin, donner plus de marge de manœuvre aux EPCI et aux communes. Au niveau de la DGF, par exemple, on peut donner la possibilité aux communes et EPCI de modifier la répartition qui est imposée par l'État. Je vous parlais des subventions. On peut parfaitement transformer les subventions en dotations d'investissement qui seraient libres d'affectation par les collectivités, seraient libres de financer les projets qu'ils souhaitent, indépendamment de l'accord du préfet. Donc c'est vrai que pour moi, la vision décentralisatrice, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire à droit constant pour renforcer les marges de manœuvre et la liberté des collectivités. Et c'est ce que je pense aujourd'hui, c'est que le débat, à mon sens, est beaucoup trop centré sur l'autonomie fiscale. Moi, je ne crois pas du tout qu'on reviendra à une autonomie fiscale des collectivités. En revanche, je crois beaucoup à cette réflexion sur les marges de manœuvre. Et aujourd'hui, je trouve dommage, toujours dans ce cadre-là, qu'on ne se concentre pas assez sur le dynamisme des ressources des collectivités, qu'on ne s'interroge pas là-dessus, et sur la liberté que peuvent faire les collectivités. Et dans ce débat-là, par exemple, on a la question des départements. Les dépenses d'investissement des départements sont considérablement réduites. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un choix voulu? Est-ce que c'est un choix contraint? Mais s'il n'y a pas quelque chose, une réflexion à avoir là-dessus. Et voilà un petit peu ce que j'appellerais la vision décentralisatrice aujourd'hui en matière financière. Dans un cadre constant. Un cadre constant. Ouais, c'est ça. Merci. Moi, l'autre question portait plutôt pour Madame Viessant sur la fiscalité environnementale que vous avez un peu balayée, ou en tout cas écartée comme une possibilité de financement pour les collectivités. On a quand même des compétences parfois qui sont liées à ce qu'on peut percevoir comme contribution, et qui, si elles baissent, en réalité, c'est parce que la compétence s'est bien exercée. Je prends un principe simple, le principe du pollueur-payeur. Si le pollueur contribue au fait que à la dépollution, au financement de la dépollution des impacts qu'il peut amener, la collectivité, si à la fin la zone n'est plus polluée, elle n'a plus besoin de toucher la fiscalité. Donc il y a quand même une forme de côté vertueux de la fiscalité environnementale. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi sur certaines compétences liées à la transition où on a besoin pendant un moment d'avoir cette capacité d'investissement, et donc une fiscalité environnementale qui est liée à ces besoins, qui permettrait aussi, en fonction de la compétence qui est exercée. Donc, c'est-à-dire, en fait, mobiliser la fiscalité locale pour une action précise en matière environnementale? Oui, l'investissement, ou quand on investit pour rénover un bâtiment, après on a un retour sur l'investissement derrière. Donc, je ne sais pas si ça peut aussi s'inscrire là-dedans. En fait, dans ce cas-là, si l'on crée une taxe on utilise une taxe environnementale pour mener une action précise en matière environnementale, déjà le deuxième obstacle dont je parlais saute, puisque on affecte le produit de la taxe pour mener l'action environnementale. Mon propos était beaucoup plus large, en fait. Ouais. C'est que la fiscalité locale ne peut pas être utilisée pour construire une nouvelle fiscalité locale. On est obligé de concilier des taxes de rendement et des taxes environnementales qui, normalement, ne doivent pas avoir... dont le rendement, à terme, doit s'éteindre. Oui. C'est le principe de la TICPE. Oui. Oui. C'était un intervenant de... Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la TICPE qui a été remplacée par l'accise sur les énergies, c'est une taxe sur le pétrole et qui a été créée dans un objectif uniquement de rendement, uniquement budgétaire, et qui aujourd'hui est verdie, mais on ne peut pas... C'est un peu... Peut-être un peu technique, mais c'est la différence donc entre la taxe environnementale ou l'écotaxe et la taxe liée à l'environnement, qui est une taxe à la base de rendement que l'on verdit. Très bien. Moi, sur la portée constitutionnelle de cette autonomie financière, j'ai l'impression qu'il y a un consensus qui se dégage qu'il n'y a pas de portée constitutionnelle à cette autonomie. Est-ce qu'il y a pour vous, alors dans un monde où on a les moyens de le faire, une possibilité d'une réforme constitutionnelle qui garantirait, ou est-ce que c'est un objectif à rechercher pour
ne serait-ce qu'un peu mieux contractualiser les relations entre l'État et ses collectivités? Est-ce qu'on peut rechercher cette autonomie, cette portée constitutionnelle à l'autonomie financière des collectivités? Ça pourrait améliorer, ou en tout cas fixer un cadre des relations entre l'État et ses collectivités. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, une réflexion à une modification de l'autonomie financière apporterait, on va dire, un peu plus de, pas de douceur, mais un fonctionnement plus harmonieux dans les relations État-collectivité. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une difficulté de fonctionnement. On a parlé de l'essor des subventions, c'est tout à fait révélateur. Alors, pour revenir sur votre question de l'autonomie financière, tout dépend de ce qu'on souhaite faire d'autonomie financière. Et je pense que c'est la question première. Si derrière, on veut réfléchir à l'autonomie financière pour revenir sur la question de l'autonomie fiscale, on tourne en rond. C'est pas ça le débat. Le débat sur l'autonomie financière, c'est d'éviter finalement que justement que l'État ne réinstaure des subventions, d'éviter que l'État n'impose des baisses de dépenses aux collectivités de façon trop importante, ne baisse les ressources des collectivités. Il faut bien distinguer les deux dans le débat sur l'autonomie financière et sur l'autonomie fiscale. Le débat sur l'autonomie fiscale va toucher au caractère unitaire de l'État. À partir du moment, si on veut réfléchir à l'autonomie fiscale, ça veut dire qu'on va changer la nature de l'État. C'est un choix politique extrêmement fort. Est-ce que, par exemple, on veut dire que les collectivités, on veut mettre dans la Constitution que les collectivités doivent avoir 25% de leurs ressources avec un pouvoir de taux sur des bases localisées? Je ne suis pas convaincu que ça soit dans la Constitution, dans notre culture juridique, la place de ce débat dans la Constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2003, le débat a échoué. C'est qu'on s'est rendu compte, plus on avançait, qu'on mélangeait tout dans ce débat d'autonomie financière et qu'on allait remettre en cause la nature unitaire de l'État. En revanche, pour répondre à votre question, on peut réfléchir à l'autonomie financière et pour éviter justement que loi de finances après loi de finances, on ait des mesures qui vont baisser ci ou là les ressources des collectivités, qui vont recréer des subventions. On a un débat, on a quelque chose à faire là-dessus et à voir si par la loi organique on peut y arriver. Parce que je doute qu'il y ait une majorité avec le Congrès pour modifier la Constitution, mais je pense que par la loi organique, on peut réussir à faire quelque chose et ça apporterait, je pense, plus de stabilité dans le pays, notamment dans les relations État-collectivité. C'est un vrai débat, car comme j'ai dit en introduction, les collectivités sont au cœur de toutes les politiques publiques. Oui, je peux compléter le propos si vous voulez. Je suis assez d'accord avec Mathieu Housser dans la mesure où il ne faut pas rouvrir la boîte de Pandore. Quelque part, ça a pris beaucoup de temps, je pense, cette modification de la Constitution et surtout cette incertitude entre 2003 et 2004, cette incertitude sur les notions. D'abord, je dirais que la notion d'autonomie financière n'est pas inscrite directement dans la Constitution. Elle a été inscrite dans la loi organique qui a suivi. Et donc, effectivement, s'il y a une logique qu'il faut modifier parce qu'on a essayé de, je dirais, s'évertuer à créer des espèces de ratios d'autonomie financière qui ont été plus ou moins dévoyés au cours de la période et qui ne veulent strictement plus rien dire parce que dans le sentiment, si vous voulez, des élus locaux, ils n'ont jamais eu autant le sentiment, en fait, d'être au travers des mesures qui ont été prises, que ce soit diminution des dotations d'un côté ou suppression d'un impôt de l'autre. Ils n'ont jamais eu autant le sentiment que cette autonomie financière ou fiscale était atteinte. Et paradoxalement, on leur a rétorqué, le Conseil constitutionnel à juste titre et d'un point de vue juridique ne peut pas faire autre chose, qu'en appliquant les ratios, eh bien ce pourcentage d'autonomie financière augmente. Et c'est ce rapport qui est catastrophique, que ce soit vis-à-vis des élus, vis-à-vis de vous, ou que ce soit vis-à-vis, je dirais, de la position juridique. Et je trouve que cette loi, qui s'intitule d'ailleurs loi organique relative, et c'est elle qui porte le terme d'autonomie financière, elle devrait être revue par rapport à ces logiques de ratio, parce que ces ratios ne fonctionnent pas, ou ils fonctionnent totalement à contre-courant d'un point de vue juridique,
au regard de la sensation et du sentiment, je dirais, des élus et des parlementaires. Donc on a là une première difficulté d'un point de vue rédactionnel et d'un point de vue pratique, avec un hiatus majeur qui vraiment est à supprimer, à mon sens. Bon, après, quand on a dit ça, comment améliorer les ratios? On a abordé les choses simplement d'un point de vue ressources. On ne les a pas abordées d'un point de vue dépenses. Hein. On a évoqué les départements qui supportent par exemple beaucoup de dépenses obligatoires. Bon, voilà, la notion de ratio me semble assez complexe et compliquée à mettre en œuvre en la matière. Maintenant, effectivement, au-delà donc de cette logique qui a été posée par le texte en 2004, il y a, je dirais, la stigmatisation par le Conseil constitutionnel du refus de toute autonomie fiscale. Et c'est un vrai problème, parce que je rejoins là aussi Mathieu, parce que quelque part, l'autonomie fiscale, c'est quoi? Eh bien, sont tout simplement pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, d'abord, cette autonomie fiscale, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est plus que pour une logique, pour l'essentiel, hein, par rapport aux fameuses 4 vieilles, elle n'existe plus que pour les communes et les intercommunalités. Elle n'existe plus pour les départements et les régions. Donc déjà, on ne peut plus appréhender les choses de la même manière, de cette façon-là. Et puis, d'une manière générale, quelque part, cette autonomie fiscale, elle peut être tout à fait recherchée et au-delà de la fixation des taux, elle est aujourd'hui, je dirais, inscrite au travers, par exemple, de la possibilité qui est donnée à certaines collectivités d'augmenter tel ou tel niveau de taux, mais au-delà des taux, il y a aussi la possibilité de voter, dans certains cas de figure, une surtaxe en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de voter de la même manière une augmentation de la taxe de séjour, etc., etc. Des petites choses, des petits bouts de pouvoir fiscal qui, à mon sens, permettraient et doivent permettre, eh bien, tout simplement, de recréer ces marges de manœuvre. Parce qu'on oublie une chose quand même tout à fait importante et qui fait partie des obligations des collectivités territoriales, c'est que leur budget doit être en équilibre, et en équilibre réel. Donc il faut ces marges de manœuvre. Elles sont à rechercher au niveau précisément des logiques d'économie ou autres, des dépenses, etc., etc. Mais elles coexistent aussi en matière fiscale. Et on ne peut pas perpétuer un système, si vous voulez, où précisément ces collectivités territoriales, notamment les petites collectivités territoriales, n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et donc, quelque part, pour moi, le concept d'autonomie fiscale, d'une façon ou d'une autre, doit reprendre corps, ou doit prendre corps. Parce que d'un point de vue constitutionnel, pour l'instant, il n'existe pas. Oui, merci pour vos différents propos. Pour revenir sur la question des ratios, est-ce que les ratios combinés à une certification, ce n'est pas presque aller contre la libre administration? Parce qu'on sait ce qu'il en est des ratios. On arrive ensuite à des normes, à des valeurs moyennes, et donc... Or, l'administration d'une collectivité, en fonction, je dirais, de sa situation économique, sociale, etc., peut amener à des choix politiques différents. Et justement, ces choix politiques différenciés, en fonction aussi des appartenances politiques de ceux qui en ont la direction, est-ce que ça ne peut pas amener à des écarts importants sur les ratios qui du coup, viennent un peu contredire ce pilotage, justement, par les ratios financiers, par les grands équilibres, tout en restant bien sûr dans ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les budgets en équilibre, les ratios, on va dire, plus prudentiels, comme ceux que l'on a pu mettre en place sur les banques à la fin des années, au début des années 2000. Enfin, moi, je m'interroge sur ce que pourrait devenir à terme le pilotage d'une collectivité si on va un peu trop vers ces indicateurs-là.
Alors, 2 éléments de réponse. Vous parlez d'indicateurs. On va évacuer la question des indicateurs liés à l'autonomie financière, car aujourd'hui, l'autonomie financière avec les ressources propres augmente d'année en année, parce qu'on on prend en compte les ressources qui ne sont pas localisées sur le territoire, notamment la TVA rentre dedans, et ça augmente d'année en année, c'est totalement déconnecté avec la collectivité et les collectivités, car c'est calculé de façon agrégée. Ça, on évacue. Pour répondre à votre question, effectivement, on a un vrai débat à mener par rapport aux indicateurs budgétaires. Je pense que c'est davantage à cela que vous faites allusion, c'est au ratio budgétaire que l'on vote, qu'on utilise lorsqu'on vote le budget d'une collectivité. Effectivement, les ratios budgétaires aujourd'hui doivent être retravaillés. C'est-à-dire, ils datent de la loi ATR de 1992, ils n'ont pas été modifiés depuis, et on a un vrai souci alors je sais que certains magistrats de CRC ne sont pas forcément d'accord, on a eu quelques petites frictions, les magistrats de CRC estiment que ces ratios sont pertinents. Moi, à mon sens, il manque une logique de pluriannualité avec ces ratios budgétaires. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une capacité de désendettement qui est de 9 ans, tout le monde va s'alarmer, mais si derrière, vous avez une véritable logique pluriannuelle et que vous avez prévu de faire des investissements forts et de redescendre 2 ans après, c'est pas grave. Sauf que ça ne transparaît pas dans les ratios budgétaires. Et là, effectivement, il y a un vrai travail de dépoussiérage à faire sur ces ratios. Alors, je pourrais développer davantage, hein, mais... Notre collègue Jean-Baptiste Blanc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Moi, j'aurais aimé poser la question suivante à nos invités. En fait, on nous demande quoi, dans cette commission d'enquête, de réfléchir sur le financement de la transition écologique par la fiscalité locale, idéalement. C'est ça, Thomas? En gros, c'est une des pistes, oui, bien sûr. C'est une des pistes. On y travaille. Mais moi, je suis intéressé par cette hypothèse dont j'ai appris beaucoup de choses en lisant le professeur Bouvier. C'est-à-dire, à nouvelle compétence, nouveau financement. On a une nouvelle compétence, on doit chercher un financement. Qu'est-ce qu'on a comme financement? Des dotations de l'État. On sait ce que ça vaut. C'est insuffisant et c'est distribué de manière assez unilatérale. D'ailleurs, le même professeur Bouvier demande depuis des années qu'on mette en place une vraie gouvernance des dotations de l'État aux collectivités locales, s'il n'y en a pas. Pardon pour le CFL et autres organismes, mais visiblement, ça ne suffit pas. Il y a des taxes affectées, on en a eu ce débat. Et après, il y a la fiscalité locale. Et moi, je suis un peu surpris de voir autant d'années après, la loi organique, c'est-à-dire l'époque Raffarin, plus de 20 ans après, on continue d'enterrer l'autonomie financière et fiscale qui permettrait d'évoquer un nouvel impôt local plus écologique pour financer ces nouvelles compétences de la transition dans laquelle il y a le ZAN, cher Thomas. Voilà. Oui, mais c'est moi qui le dis, parce que c'est mon obsession. Mais non, mais le sujet foncier est quand même incroyable. Enfin, bon, je ne vais pas aborder le ZAN, sinon on est parti. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a quand même cette révision constitutionnelle de 2003 avec la loi organique qui dispose qu'il y a une autonomie financière et fiscale. Non, pas fiscale. Pas fiscale. Pas fiscale. Justement, c'est tout le... Oui, c'est tout l'objet du... Je ne suis pas d'accord là-dessus, je suis désolé. C'est financière et fiscale. Parce qu'à un moment donné, il est écrit que les collectivités doivent avoir une part prépondérante de ressources propres. On n'a jamais été capable de définir ça. Voilà, qu'est-ce qu'une part prépondérante de ressources propres? Ni les collectivités locales, première fautive, ont été capables de dire ce que c'est, ni de dire où elles en sont, ni le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, par ailleurs, vous venez de le dire, dès lors que l'État partage un peu de TVA, qui n'est pas un impôt local, je suis désolé, considère que l'autonomie financière et fiscale, désolé pour le mot, est restaurée, préservée. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est un impôt européen, la TVA, que l'État partage un peu avec les collectivités pour compenser des tas de compétences transférées. Voilà. Donc je constate plusieurs années après que ce débat n'intéresse toujours personne. De réfléchir à une autonomie financière et fiscale. Pourquoi le législateur ne pourrait pas créer un impôt? Oui, c'est l'article 34. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en emparerait pas? Et pourquoi dans un monde rêvé, on ne pourrait pas aussi aller plus loin dans la possibilité donnée aux collectivités de créer un impôt? Pouvoir d'assiette, pouvoir de taux. Ça existe dans certains pays. Donc,
Je ne comprends pas. Alors après, on parle de s'appuyer sur des recettes de poche, donc taxes sur les locaux vacants, taxes sur les résidences secondaires, pour essayer de trouver des marges de manœuvre. Mais c'est insuffisant. On va avoir un rapport prochainement sur le financement et la fiscalité du ZAN qui montrera qu'il faut des milliards pour financer ce truc. On n'a que Pisani-Ferry, pour l'instant, à peu près, sur le coût réel de la transition. Voilà. Mais ce n'est pas avec des recettes locales de poche qu'on va financer ça, et ce n'est pas avec des dotations de l'État qu'on va y arriver aussi, parce que visiblement l'État a des soucis. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas enfin à ça? Nouvelle compétence, nouvel impôt local, et peu importe le biais, que ce soit par une révision de la Constitution, par une nouvelle loi organique, par le législateur, par... Enfin, je ne sais pas. Mais... Pardon. Mon cher Jean-Baptiste, nous sommes tous... Excusez-moi d'être arrivé en retard, de me retrouver président de séance, mais j'étais en audition tout l'après-midi, mais je loue ton envie de révolution. Je crois qu'on est tous assez favorables à ce que tu décris là, mais que, excusez-moi, c'est peut-être une vision personnelle, mais que depuis plusieurs dizaines d'années, le pouvoir politique, quel qu'il soit, poursuit exactement le même objectif, c'est-à-dire celui de mettre, bien évidemment, de ne pas les supprimer, mais de les réduire à la portion congrue et de les étouffer, que sont les départements et les communes. Donc voilà. Et politiquement, si je dois dire, en termes de sensibilité politique, depuis une dizaine d'années, on a vu passer pas mal de monde. Or, l'effort constant a été de diminuer le poids des départements et des communes. Donc ce que tu dis, moi je le défends et j'y adhère totalement. Mais on a un Conseil constitutionnel aujourd'hui qui s'y opposera. J'ai fait cette réflexion à l'ancien ministre des Comptes publics dans l'hémicycle de façon peu amène un soir, alors qu'on était tous un peu énervés quand même par les propos qu'il proférait. Il m'a répondu tout de suite, il s'est retranché derrière l'autonomie financière et pas fiscale. Donc voilà, mais ça, on peut le souhaiter. Je ne sais pas sur quoi débouchera le rapport qui nous sera, mais je vois là des convergences, quelles que soient les sensibilités politiques, tout simplement parce que c'est l'évidence. Maintenant, ce que vous avez dit, monsieur Ouzer, voilà, tout à l'heure, me paraît très intéressant. C'est-à-dire que non seulement on nous étrangle, mais moi, la décentralisation bien comprise, c'est celle de dire au moins l'argent qu'on nous donne, laissons-nous aussi, nous, le flécher à l'intérieur. Parce que non seulement maintenant, on n'a plus d'autonomie financière ni fiscale, mais en plus, l'argent qu'on nous distribue, on nous dit, il faut... Donc nous sommes des agents. Nous sommes devenus des agents de l'État et des pions. Donc ça m'a paru des propos ainsi que ceux de monsieur Monsieur Conan, tout à l'heure, je partage tout à fait ça. Je crois que là, on a quand même des pistes, en tout cas, tout en m'excusant encore une fois d'être arrivé tard, mais des pistes qui sont intéressantes pour la suite de nos travaux. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Vous voulez commenter peut-être ce qui a été dit? Voilà, tout à l'heure. Oui, peut-être rebondir sur deux points. Le premier point sur la jonction que vous avez fait entre compétences et financement. Aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit que depuis 40 ans, dans la façon dont les lois se font, on a constamment eu une dissociation entre le débat sur l'approche financière et le débat en termes de compétences et d'institutions. Pour une raison très simple, chaque fois qu'on a débattu de collectivité, on a débattu de compétences et d'institutions, et conformément à la Constitution, on a renvoyé le débat financier à la loi de finances. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a un débat global en termes de compétences et de financement. Et ce qui explique finalement, ça, je ne rejoins pas tout à fait ce que dit le professeur Bouvier, c'est qu'aujourd'hui, dans la façon de conduire les réformes, on a constamment dissocié les deux. Est-ce qu'il faut débattre, je le pense, il faut débattre dans sa globalité. On ne peut pas parler de financement de collectivité si on ne parle pas de choix d'organisation territoriale ou de compétences. Ça, c'est le premier point. Puis un deuxième point encore, si vous m'autorisez. Dans l'une des questions du questionnaire, vous parliez du débat de faire évoluer les compensations financières. Oui. À mon sens, c'est un faux débat. C'est une question qui est extrêmement importante, car aujourd'hui, on débat également de la réforme de la DGF. C'est-à-dire, l'un des enjeux de la DGF aujourd'hui, qui est la principale dotation, c'est de remettre en cause les parts fossilisées de la DGF.
C'est de dire que ce n'est pas normal que certaines collectivités aient des compensations fiscales importantes liées à des impôts qui ont été supprimés il y a 25 ou il y a 30 ans. Or, si en matière de transfert de compétences, on remet justement une clause d'indexation, on réinstaure finalement indirectement une sorte de fossilisation. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce que je vous disais, il est sur les marges de manœuvre. Et je pense que véritablement, c'est le débat à venir des relations État-collectivité. Revenez plus souvent, monsieur. On va avoir besoin de vous. Ah oui. Je voudrais rebondir, si c'est possible également. Allez-y. Je voudrais rebondir sur deux choses, en fait, qui me paraissent importantes en complément de tout ce qui vient d'être dit. On a une première situation qui est la situation aujourd'hui telle qu'elle s'est figée, et j'y reviens par rapport à ce qui reste des 4 vieilles. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'on a réduit en fait les possibilités d'action sur les taux, si je mets de côté les DMTO, hein, qui sont un point important qui pourrait faire l'objet de développement particulier. Mais pour ce qui est des 4 vieilles, on a une question qui se pose. Savoir si on continue dans le massacre, entre guillemets, de cette fiscalité qui a quand même rythmé, la vie de toutes les entités locales, ou si on préserve ce qui existe encore. Parce que ça, je dirais, c'est ce qui reste de l'autonomie fiscale au sens de la loi de 80 qui autorisait les collectivités territoriales à agir sur les taux des 4 impôts directs locaux. Est-ce que l'on veut continuer ou pas à, supprimer cette logique? Bon, ça, c'est la première des questions. Il y a une deuxième question sous-jacente qui peut-être était en filigrane par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, qui est la problématique, globalement, de ce qui reste. Parce que, quelque part, c'est devenu une taxation locale qui ne pèse plus que sur les propriétaires. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que vous prenez les petites communes, eh bien, tout le monde va être propriétaire ou quasiment, il y aura très peu de locataires. Et vous prenez les grands ensembles, eh bien, les grandes villes, il y aura beaucoup moins de propriétaires et énormément, effectivement, de locataires. Et donc là, on a un vrai problème derrière, parce que quand il y a beaucoup de monde en plus, il y a des besoins de services publics et de leur financement. Mais il y a quelque part un manque aujourd'hui par rapport à certaines personnes qui payaient la taxe d'habitation et qui ne la paient plus. Et ça, pour moi, c'est gravissime sur le plan de la cohésion et de tout ce que l'on appelle effectivement le pacte, entre guillemets, qui relie le citoyen au service de proximité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc ça, c'est la première problématique. Et puis, il y a une deuxième problématique, au regard de ce que vous avez dit, qui consiste effectivement à voir cette transition énergétique et savoir comment on la finance, y compris au niveau local. Et là, eh bien, si on doit, entre guillemets, réintroduire un impôt, parce que les aspects psychologiques dans l'approche, je dirais, de l'acceptation de l'impôt, s'il faut rétablir une taxe d'habitation sous une forme ou sous une autre, peut-être que la logique de transition énergétique avec les principes que ma collègue Céline Viessant a évoqués sont peut-être là à appréhender pour que quelque part, effectivement, on puisse recréer une espèce d'imposition qui fait défaut aujourd'hui et qui permette une adhésion précisément de ces populations qui ne paient plus la taxe d'habitation, mais une adhésion précisément à une certaine logique qui permettrait de trouver les financements permettant aussi de financer la transition énergétique. Voilà, enfin moi personnellement, voilà les deux pistes dans tous les cas que je voulais vous... Sur la seconde, la piste est escarpée. Parce que... Ah ben oui, mais comme toute création d'impôt. Mais oui, mais enfin, je vois mal... La question, si vous me permettez, est-ce que la question de savoir si les collectivités territoriales, je dirais, disposent ou pas d'un véritable pouvoir de création d'impôts, ce qui représente aussi quelque part quelque chose d'important, si on a cette logique qui consiste à voir ce pouvoir se développer, ne faut-il pas précisément repartir d'une feuille blanche, la transition énergétique, pour
avancer un certain nombre de pistes. C'est ça qui me paraît, en tout état de cause, c'est difficile, mais de toute façon, il faudra bien en sortir d'une façon ou d'une autre. Trouver de nouvelles ressources passe par aussi, quelque part, l'implication et l'adhésion des personnes à une certaine approche. Je comprends bien la logique et l'intelligence de la proposition. Malheureusement, il y a un temps politique et il y a une séquence que nous vivons là. Et je ne sais pas si je parle à titre tout à fait personnel, mais je ne vois pas que ça soit possible envers nos populations qui, trop contentes de ne plus payer la taxe d'habitation, même s'ils payent par ailleurs autre chose. Mais je ne vois pas quel pouvoir politique aujourd'hui et quelle majorité politique, si tant est qu'il y en ait une, qui puisse, même si je comprends encore une fois la logique de votre proposition, hein, mais ça me paraît... Moi je rebondis simplement à la perche qui a été tendue de l'autre côté. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Je sais bien, mais cette perche-là, on peut en discuter aussi quand même un peu. chacun ses perches. En tout cas, merci à toutes et à tous. Oui. Je pense que, sauf s'il y a d'autres expressions, excusez-moi. Non, je vous en prie. Ah non, mais voilà. La prochaine réunion a lieu dès demain, mercredi. Mercredi 7 mai à 16h30 avec M. Jean-Léonce Dupont, notre ancien collègue, ancien questeur, même vice-président, pardon, représentant de l'ADF. Merci en tout cas pour vos participations très utiles. Merci.